Bonjour à tous, particulièrement heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'émission à la une émission qui a vocation à valoriser les acteurs de la transformation économique de notre continent sur la chaîne Label TV, une chaîne panafricaine internationale en partenariat avec le cabinet de conseil Global Mind Consulting. Alors aujourd'hui, une des actrices de cette transformation économique du continent nous fait le plaisir de nous recevoir. Tiaba Kamarassi, merci infiniment de nous recevoir au siège du Club des investisseurs sénégalais. Merci Seynobou de m'inviter à ton émission. Tu incarnes parfaitement cette Afrique en mouvement, ces actrices aussi qui n'ont pas hésité à s'impliquer très tôt, parce que 33 ans, on va le voir à travers ton parcours, en tant qu'expert, comptable et financier. 33 ans au service aussi et au service des entreprises, des institutions, des organisations sur le continent, mais aussi à l'international. Et donc tu incarnes ça, ces femmes qui ont réussi à s'imposer dans un environnement qui, je le crois, peut-être était très masculin à l'époque où tu as commencé. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer justement qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à te lancer dans ce domaine-là ? Je suis un peu tombée par hasard dans l'expertise comptable. J'ai fait une école de commerce en France, l'école supérieure de commerce de Paris, avec une spécialisation en marketing. Et très vite, quand je suis rentrée, parce que bon, j'ai eu mon diplôme un 30 juin, le 10 juillet, j'étais à Dakar avec armes et bagages, j'ai réalisé qu'il y avait un gap trop important entre les notions que j'avais acquises et puis le marché dans lequel je voulais travailler. D'accord. Ça, c'était déjà une évidence pour toi sénégalais. Quand tu es partie à ESCP, que tu voudrais forcément revenir au Sénégal pour travailler Oui, ça la question ne se posait pas. La question ne se posait pas. Pour moi, j'avais la chance, l'opportunité d'aller chercher un savoir, mais c'était pour le mettre au service de mon pays. Ça n'a jamais fait l'ombre d'une quelconque ambiguïté. Et donc, j'ai décidé de changer de voie. J'ai eu la chance d'être recrutée dans un des... À l'époque, c'était un des Big 8. Ce sont les grands réseaux. Maintenant, c'est les Big 4. Les grands réseaux des métiers de la comptabilité. Donc là, il s'agissait de ce qui est devenu le cabinet Ernst & Young, EY, que j'ai quitté pour créer mon propre cabinet. J'avais 27 ans. J'ai commencé à travailler très tôt. Et ce cabinet a rejoint un réseau français qui était l'un des deux plus gros réseaux français après les big. Et enfin, en 2008, ce réseau français qui s'appelait Constantin a rejoint le réseau mondial Deloitte. Et le cabinet Kamarassi, qui est le cabinet que j'ai fondé, est devenu Deloitte Sénégal, donc en février 2008. Et tu vas finir par rejoindre le board de Deloitte Afrique. Ah oui, donc ça s'est fait relativement vite. Oui, donc j'ai rejoint ce réseau international et très tôt on a mis en place une holding Deloitte Afrique qui regroupe l'ensemble des cabinets du réseau Deloitte en Afrique francophone, donc du Maghreb jusqu'à l'Afrique centrale. Et effectivement, j'ai eu la chance de faire partie des administrateurs de cette holding et ça a été une magnifique aventure de construire ce réseau d'Afrique francophone. C'était vraiment une très belle aventure. Qui est extrêmement fort aujourd'hui sur le continent, puisqu'il accompagne beaucoup d'entreprises. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé finalement, à un moment donné, à tout lâcher, entre guillemets, et de revendre ton business ? C'était pas facile. Oui, bon, c'est vrai que c'est mon bébé, ça le reste, et je conserve d'excellentes relations avec Deloitte, qui est vraiment une très belle marque. Qui m'a beaucoup donné. J'ai décidé de changer, non pas parce que je souhaitais leur tourner le dos, mais parce que
au bout d'un moment, j'avais envie de me consacrer à autre chose, qui me paraissait plus utile et qui faisait plus de sens pour moi à ce point de ma carrière. De ta carrière, oui. Contribuer aussi voilà, à ce qui se passe, à ce qui se passe voilà, autour de moi. J'ai acquis la conviction que notre émergence, notre développement se fera grâce et par le capital, comme ça a été le cas partout ailleurs dans le monde. Et que ce capital, il faut savoir l'attirer, le structurer, l'investir de manière à ce qu'il soit un levier au service de la nation. Et ce qui a créé le déclic et qui m'a fait prendre la décision, c'est quand j'ai pu assister à un discours d'un ministre des pays du Maghreb qui expliquaient leur stratégie de conquête de marché en Afrique subsaharienne. Et ça a fait tilt en moi et je me suis dit, mais qui est en train d'aider le chef d'entreprise d'Afrique subsaharienne à conquérir des marchés sur l'international? Chez nous, quand les investisseurs étrangers débarquent, on leur déroule le tapis rouge et puis ils viennent avec une stratégie qu'ils ont mûrie pour eux par rapport à leurs besoins, à leurs objectifs, et dans lesquels le Sénégal n'est qu'un pion sur l'échiquier. Mon ambition, c'est que nous ayons, nous aussi, une démarche analogue pour organiser notre secteur privé et l'aider, lui aussi, à aller à la conquête déjà à bien s'implanter, à se consolider chez nous, et puis à aller à la conquête de marchés extérieurs. Consolidation du secteur privé, c'est un sujet qui est vraiment au cœur du développement et de la croissance de notre continent. Peut-être quelques chiffres sur le secteur privé. Donc on parle d'un PIB en Afrique qui serait de 4% en 2019 versus 3,5% l'année précédente, donc en 2018. Et en termes de prévision pour 2020, on parle de 4,1%. Alors, est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, le secteur privé joue un rôle prédominant dans ce PIB ? Alors, si on parle de l'UEMOA, c'est vrai que le chiffre la croissance est plus importante. Et au Sénégal en particulier, il est aux alentours de 7%. 7% pour cette année. Voilà. Non, c'est une croissance qui est tirée actuellement par les investissements publics. Et ça, c'est un énorme handicap, à mon avis, dans le sens où le gros point d'interrogation est qu'est-ce qui se passera quand ce programme de grands travaux sera achevé, d'une. De deux, pour l'essentiel, ce sont des capitaux qui vont aller à l'extérieur, puisque ce sont des marchés qui ont été détenus et réalisés en majorité par des sociétés étrangères, avec des capitaux étrangers. Et c'est une des raisons pour lesquelles cette croissance n'arrive pas à être inclusive. Elle n'arrive pas à descendre jusqu'au niveau des couches les plus faibles de la population. Et donc, elle ne permettra pas de participer à la constitution d'une classe moyenne forte. Or, tout le monde sait que c'est par une classe moyenne qu'un pays se développe. Alors, juste un exemple, là, quand on parle des besoins aujourd'hui, selon la BAD, en termes d'infrastructures en Afrique, on parle de montants entre 130 et 170 millions de dollars. Sur le secteur des infrastructures, et on va venir un peu sur le secteur privé du Sénégal, puisque tu es quand même la secrétaire générale du Club des investisseurs sénégalais, est-ce que dans un secteur aussi en demande que les infrastructures, il y a quand même une part qui est aussi réservée pour que les entreprises locales puissent compétir, voire même des fois en faisant des joint ventures avec des sociétés internationales quand c'est nécessaire, mais est-ce qu'elles ont quand même une part et un rôle actif à jouer ? Ah oui, à jouer, oui. Qu'elles jouent, non. D'accord. Donc on est loin du compte. on est très loin du compte.
La raison qui est donnée par nos gouvernants est que nous n'avons pas le savoir-faire, les financements. Bon, ces sociétés étrangères, elles viennent avec un financement qui est déjà bouclé, elles ont une capacité d'exécution que nous n'aurions pas localement. Mais à maintenir ce genre de raisonnement, dans 20 ans, on y est encore. Nous n'aurons toujours ni le savoir-faire, ni les capitaux qui permettront au secteur privé national de jouer son rôle. Donc je pense que là, à la fois du côté de nos gouvernants, par le biais de tout un arsenal législatif, donc de lois adaptées, et d'une volonté politique, et du côté du secteur privé national, je pense qu'il y a des efforts à faire, il y a des travaux à mener et il y a une concertation qui, à mon avis, est devenue maintenant indispensable et inéluctable. Alors prenons le cas du Sénégal. On a quand même 17 millions d'habitants au Sénégal, un PIB qui, comme tu le rappelais tout à l'heure, aussi entre 7 et en termes de 2020, on parle de 7,5%. Et 22e au dernier classement du Doing Business. Qu'est-ce qui se passe? Comment va le climat des affaires au Sénégal? Est-ce que la courbe est en train d'aller dans le bon sens, si je peux m'exprimer ainsi? Et quels sont les principaux défis auxquels le secteur privé sénégalais est confronté aujourd'hui? Alors je pense qu'en toute objectivité, l'environnement des affaires s'améliore. Nous avons énormément d'opportunités d'affaires au Sénégal et un appel d'air phénoménal par la découverte de ressources pétrolières et gazières au Sénégal. Donc, c'est en train de fourmiller. Mais l'enjeu, c'est quelle sera la part du secteur privé national dans ce gâteau national. Et c'est un enjeu important parce qu'il ne nous concerne pas que nous, là, les acteurs actuels, mais pour moi, la véritable problématique, c'est celle des jeunes et de l'emploi de la jeunesse et de l'avenir de cette jeunesse et du pays et des opportunités que nous allons leur léguer. Il faut que nous nous organisions en conséquence et mon opinion est que notre structuration, elle est faite par l'extérieur. Elle n'est pas intérieure. Et c'est pour ça que nous demeurons dans l'état de pauvreté dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voilà, il faut que les solutions soient endogènes. Il faut que les systèmes soient mis en place sur la base d'une réflexion concertée. Il faut que le secteur public et le secteur privé national puissent se parler, se projeter dans un futur partagé, commun, compris. Et dans l'intérêt de la nation, en tenant compte des générations à venir. Précisément, tu viens de le rappeler aussi, on doit s'organiser, on doit se structurer, on doit se fédérer pour réussir à organiser aussi le développement économique dans nos pays. Est-ce que aujourd'hui, nos gouvernants saisissent la nécessité d'avoir un secteur privé fort et quelles sont les actions qu'ils pourraient mettre en œuvre justement pour vous accompagner beaucoup mieux? Alors, dans le discours, oui. Et puis bon, dans le discours, et puis c'est une évidence. Je pense que nos dirigeants ont tout intérêt à s'appuyer sur un secteur privé fort. Il a été prouvé partout dans le monde que la véritable richesse, elle est créée par le secteur privé. Donc c'est un préalable. Pour qu'elle soit durable, pour qu'elle soit inclusive, elle ne peut s'appuyer que sur le secteur privé. Donc ça, je pense que c'est bien entendu par tout le monde. Maintenant, pourquoi ça n'est pas le cas? Je pense que les torts sont partagés. Le secteur public, le reproche que je lui fais, c'est d'avoir des priorités qui sont le calendrier politique n'est pas forcément le même chez nous que le calendrier économique sur le long terme. Il y a des projets structurants à mettre en place pour la nation qui vont bien au-delà des intérêts d'un ou deux mandats présidentiels. Ça, c'est du côté du public. Du côté du privé, il faudrait que nous arrivions à nous fédérer, à parler d'une seule voix, à faire fi de nos différences,
pour regarder dans la même direction et être un interlocuteur unique qui parle d'une seule voix et qui puisse influencer les décisions qui sont prises par nos dirigeants, par nos gouvernants et qui affectent toute la vie économique de la nation. Donc la solution, à mon avis, passe par une concertation obligatoire. Nous avons un retard énorme à rattraper. Il faut que nous arrêtions là, de nous regarder en chien de faïence et de perdre du temps et que nous nous mettions résolument au travail. C'est nécessaire. Alors, Thiaba, selon toi, avec ton expérience, parce que je le rappelais tout à l'heure, tu as accompagné quand même beaucoup de structures dans des secteurs extrêmement variés de l'économie, comment est-ce qu'on peut parvenir à avoir de véritables champions nationaux qui soient capables d'aller justement rivaliser, pourquoi pas en Tunisie et pourquoi pas dans d'autres pays à l'international, en étant fort déjà localement. Oui, un champion national, ça se prépare. Ce n'est pas le fruit du hasard. Un champion national, c'est évidemment le fruit d'un labeur, d'un travail d'un privé compétent, mais aussi d'un soutien. On a besoin d'un appui politique, on a besoin de soutien. Le reproche que je fais, notamment à notre administration fiscale, c'est de se comporter selon la même logique que l'occupant colonial, qui avait une logique d'extorsion pour servir des étrangers, des intérêts étrangers, ceux de la métropole. Ils sont partis et ils nous ont laissé une administration qui a gardé exactement le même état d'esprit. Alors que chez eux, les choses ont évolué, c'est le service aux citoyens. Ici, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à accomplir pour que l'administration se comporte comme un outil au service du citoyen, plutôt que un épouvantail prêt à taper sur le chef d'entreprise qui est sûrement en train de frauder. Parce que tant qu'il y a cette méfiance de part et d'autre, on ne peut pas faire émerger de la prospérité. Ça n'est pas possible. C'est d'un côté le chef d'entreprise qui a peur de l'administration fiscale, et de l'autre, l'administration fiscale qui se dit mais c'est tous des fraudeurs. Je pense qu'il faut de la confiance. Il faut de la confiance, il faut de la concertation et il faut une stratégie commune de développement. Tant qu'on ne regarde pas dans la même direction, quitte à s'asseoir et à faire des assises nationales de la fiscalité, de l'économie, où tout le monde s'exprime et où toutes les voix sont entendues et où on peut faire émerger des idées qui vont nous faire progresser ensemble. Tant qu'on en reste à de petites initiatives timides, en gardant l'état d'esprit actuel, là, que je viens de décrire, je ne crois pas que... Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté d'avoir une main tendue, comme ça, pour le secteur privé, avec là, on arrive à un deuxième mandat, parce qu'on sort de cette présidentielle, donc quand même, on ne peut pas occulter cela. Et il me semble que lors d'une dernière intervention, le Premier ministre sénégalais rappelait qu'il y allait avoir, donc on allait passer dans la deuxième phase du plan stratégique du Sénégal émergent, et que le secteur privé devait jouer un rôle important dans la mise en œuvre de cette deuxième phase. De manière très concrète, pour toi qui es un peu dans le secret des dieux, entre guillemets, où est-ce qu'on en est? Est-ce que tu as l'impression que les choses sont en train de se structurer véritablement pour que, effectivement, le secteur privé puisse jouer tout le rôle qu'il doit jouer et que les choses puissent être véritablement structurées, organisées ensemble pour avoir des objectifs et surtout des résultats? Pour que ça puisse se traduire en réalité, il faut qu'il y ait un cadre incitatif. C'est-à-dire que j'en reviens à l'investissement et au capital. Effectivement, le PSE, c'est beaucoup d'opportunités. Donc l'État met sur la table
pour servir son programme de développement. Ces opportunités, il faudra du capital pour les transformer. Ce capital, il faut qu'il ait envie de venir s'investir ici. Nous sommes en compétition. Il y a déjà le capital privé aussi. Oui, mais ce capital privé-là, si on ne lui offre pas un cadre, il n'ira pas s'investir. Nous sommes en compétition avec le monde entier. Il y a des fonds, mais des ressources énormes de par le monde qui choisissent les lieux où ils vont s'employer. Et en fonction de l'attractivité de ces lieux, ou pas, ils y vont ou non. Nous n'avons pas un cadre législatif, déjà législatif pour le capital investissement. Nous avons une directive qui a été prise par l'UEMOA en 2011 pour les sociétés de capital investissement. Le Sénégal l'a introduit dans sa législation, mais n'a pas sorti de décret d'application. Ce qui fait que c'est inopérant au moment où je parle. Et puis, cette directive se fonde sur un texte de 2007. Donc, l'UEMOA l'a publié en 2011, mais les choses vont évoluer. Et oui, nous sommes en 2019. Et quand on lit la loi, on se rend compte qu'elle est quand même inadaptée par rapport au métier du capital investissement. Donc, ce cadre législatif, il faut le dépoussiérer, il faut l'adapter. Ça ne sert à rien de réinventer l'eau chaude. Il faut aller voir ce que Maurice, le Maroc, la France, le Luxembourg, le Rwanda, le Nigeria ont fait, et puis l'adapter à aux réalités de notre zone. Parce qu'il faut mettre une règle du jeu pour les investisseurs, pour toutes les sociétés intermédiaires, donc les sociétés de gestion de fonds d'investissement, les banques dépositaires, les notaires, les avocats, donc toutes les parties prenantes, les sociétés qui bénéficient des investissements, afin que pour tout le monde, la règle du jeu soit claire et que le capital puisse s'investir en toute sérénité. Tant que ce cadre, alors ça c'est pour la partie législative, il y a également la partie fiscale. Une société de capital investissement, ça n'est pas une société de production de biens, c'est une industrie à part. Si on veut qu'elle puisse jouer son rôle de moteur et de locomotive, il faut lui donner un cadre où elle puisse opérer à des conditions qui ne soient pas trop lourdes pour sa rentabilité. Et ça, partout où ça a été réussi, ça a profondément changé l'économie de ces environnements-là. Donc, ce à quoi j'invite à la fois notre secteur public, nos dirigeants, et le secteur privé, c'est à cette concertation et à cette réforme nécessaire du Alors, une cadre. des vocations du CIS, donc le Club des investisseurs sénégalais, c'est aussi ça, c'est de réunir des investisseurs sénégalais pour leur permettre aussi de peser dans l'investissement, dans les secteurs stratégiques au niveau du Sénégal. Alors, justement, je vais t'inviter naturellement à ce que tu nous expliques en quoi consiste ce club-là, quelle est aujourd'hui votre vocation et surtout comment est-ce que ça se matérialise à travers votre feuille de route. Là, à un an, puisque vous avez été créé en 2018. En juin 2018. Un an après, quel est le pré-bilan? Qu'est-ce que vous avez eu à faire durant cette année et surtout, qu'est-ce qui nous attend en termes de perspectives? Alors, je vais commencer par les perspectives. Donc, notre slogan, c'est « Ensemble pour un secteur privé national fort ». Donc, l'ambition, c'est de fédérer le secteur privé, de le structurer, de l'organiser pour que, comme nous avons dit tout à l'heure, il puisse parler d'une même voix et être un interlocuteur efficace de nos pouvoirs publics afin de faire évoluer
le cadre économique de notre pays. Donc ce que nous avons fait jusqu'à présent, bon, donc on est encore... C'était la mise en route aussi, première année. Voilà, donc assemblée constitutive en juin. Donc nous sommes en train de rassembler nos membres, de nous structurer. Nous avons décidé en septembre de monter un fonds d'investissement. C'est quand même notre vocation. Nous sommes un club d'investisseurs. Et nous sommes actuellement dans la phase d'études stratégiques en vue de la constitution de ce fonds. Très bien. Pour décider quelle va être la taille du fonds, dans quel secteur nous allons intervenir, dans quelle zone géographique, avec quel taux de rentabilité attendu, donc, et quel niveau de risque accepté. Donc voilà, c'est ce qui est en train de se... C'est ce qui est en train de se mettre en place. D'accord. Alors juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais juste avant, tu parlais de la nécessité justement de créer un cadre de concertation où en fait on arrive à décider ensemble de comment est-ce qu'on envisage l'avenir, comment est-ce qu'on veut le construire, avec quelle stratégie de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un véhicule comme le CIS, tu penses qu'il sera plus évident pour les entreprises locales, les entreprises sénégalaises, et bien justement aussi de pouvoir être autour de la table quand on parle de sujets extrêmement sérieux et de montants très importants, eu égard à ce que doit nous apporter le pétrole et le gaz notamment, mais pas que. Est-ce qu'il est plus facile à travers le club des investisseurs de pouvoir précisément avoir accès à la commande publique et pouvoir rivaliser aussi avec ces grandes majors internationales? D'accord. Alors, nous sommes des investisseurs. Donc, l'objectif n'est pas forcément de rivaliser avec des majors internationales, mais de nous associer avec elles, de co-investir avec elles pour exploiter les ressources de notre pays. Donc, une des demandes, c'est que justement, une partie des marchés publics, tout ce qui est investissement en vue de l'exploitation de ressources nationales doit pouvoir être réservé en partie aux investisseurs locaux. Et il ne s'agit pas, quand on parle d'investisseurs locaux, de filiales de sociétés étrangères. Parce que oui, c'est ce qu'on voit, c'est facile. Je suis une société chinoise, je veux... je crée souvent d'ailleurs c'est des succursales. Faire partie participer à un appel d'offres réservé à des sociétés nationales. Moi, je vais créer ma filiale et donc je suis société nationale. Non, c'est vraiment un co-investissement. C'est des joint ventures. Ça, c'est important. Et puis développer des partenariats et exiger qu'il y ait un transfert de compétences, de savoir-faire, de technologie entre ces sociétés étrangères qui interviennent chez nous et les sociétés locales. Comme on le voit dans d'autres pays, comme c'est le cas partout. Je ne comprends pas qu'il y ait si peu de contraintes à l'accès à des ressources nationales qui ont vocation à servir la nation sénégalaise, quoi. Donc là, je pense qu'il y a quand même des choses à revoir et à améliorer. Et ça peut être fait par le biais d'un cadre législatif, c'est de mettre en place des lois sur le local content, mais des lois qui réservent une partie significative et pas que des miettes au secteur privé local et des contraintes relatives au transfert de compétences et de technologies. Il est inadmissible que des sociétés étrangères fassent intervenir ici des petits menuisiers, des serreurs de boulons, alors qu'on a tellement de jeunes qui ont les compétences et qui n'ont pas les emplois. Parce que ces sociétés-là, le jour où elles repartent chez elles, mais elles repartent avec tout. Et avec les capitaux. Surtout. Tu fais partie de cette vague de femmes qui ont réussi, qui sont parvenues à vous imposer dans le secteur
qui est quand même très masculin de la finance. Et vous avez décidé dernièrement de lancer une autre initiative qui est à saluer et qui est extrêmement importante, c'est le WIC, donc le Women Investment Club, avec d'autres femmes comme Oulima Tassar, comme Evelyne Tang. Et vous avez décidé de créer ça pour faire quoi précisément et répondre à quelle problématique? Alors, le Women's Investment Club est venu d'un petit cocktail où nous étions une poignée de copines le 8 mars 2015. D'accord. Journée de la femme. Journée internationale des droits de la femme. Nous nous réunissons, nous mangeons nos petits fours, nous buvons du thé et puis nous nous demandons, mais au fond, cette journée, elle sert à quoi? Chaque année, on se retrouve, dans les entreprises, on célèbre la femme, on nous offre une fleur ou quoi, mais elle sert à quoi cette journée? Quel en est l'impact? Et au fil de nos discussions, nous nous sommes promis de nous retrouver le 8 mars suivant, donc le 8 mars 2016, pour inaugurer une idée, un projet qui aurait de l'impact pour les femmes du Sénégal. En se disant, on va se donner un an, mais l'année prochaine, quand nous nous retrouvons, ce sera pour faire autre chose que manger des petits fours et boire du thé, quoi. Et donc, nous nous sommes donnés cette année pour faire des études. Alors, c'est surtout le cabinet d'Alberg International qui est un cabinet de conseil, oui, et dont la patronne, Madji Sok, est la présidente du WIC. Donc ça a été beaucoup d'études, de recherches, de réflexions. Et nous avons été inspirés par une initiative qui s'est faite en Afrique du Sud, qui s'appelle Wiphold. Okay. Donc c'était l'Afrique du Sud où Nelson Mandela venait d'arriver au pouvoir. Ça a été une initiative lancée par des femmes qui ont mis en place un fonds d'investissement. Elles sont parties avec un capital de départ de 100 000 $ et elles ont fini avec des milliards. Wow. Et ont permis à des femmes de revenus très, très modestes d'avoir accès à la bourse, à des ressources financières par leur intermédiaire. D'accord. Et donc nous nous sommes dit, mais au fond, donc après avoir réuni toutes les informations que nous avions pu glaner de par nos investigations, on s'est dit, mais quel que soit le domaine abordé, le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est l'indépendance financière. Les femmes sont les plus grandes contributrices à l'économie. Ce sont souvent elles qui influencent les décisions d'achat, d'investissement. Et pourtant, ce sont les grandes absentes des lieux où se prennent les décisions importantes pour la société. Et ce sont elles qui sont les plus vulnérables en cas d'accident de la vie, divorce, veuvage, etc. Et donc on s'est dit, mais quoi que nous fassions, il faut commencer par là, c'est-à-dire renforcer l'indépendance économique des femmes. Et là, vous vous êtes dit, chacune va mettre de et l'argent. Et là, on s'est dit, il faut qu'on s'entraide. Oui. Et pour le faire de manière efficace, eh bien, nous allons réunir une épargne et puis la mettre à la disposition de l'entrepreneuriat féminin. Excellent. Alors c'est une épargne et puis toute notre matière grise aussi, parce que vous accompagnez aussi les voilà, femmes. C'est important de financer. La structuration de leur business. Voilà. Et les femmes sont également celles qui ont le moins accès aux ressources traditionnelles de financement. Donc on s'est dit, puisque c'est comme ça, charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous allons mettre en place des ressources de femmes pour les femmes. Nous allons identifier des entreprises de femmes et nous allons peser de tout notre poids pour les accompagner et les pousser vers le succès. Et c'est vrai qu'il faut des champions africains, mais notre ambition, c'est qu'il y ait des championnes
africaine. Ouais, ça, c'est une très très bonne chose, on en a besoin. Alors, juste pour celles qui veulent rejoindre le WIC, concrètement, aujourd'hui, c'est quel montant que vous avez réussi à lever? Alors, nous venons de boucler la constitution de notre première société d'investissement, donc il y a un capital de 676 millions de francs CFA. L'objectif, c'est de toucher quel montant? Ou d'atteindre quel montant? Nous sommes. L'objectif, c'est d'arriver à une cinquantaine de milliards. D'accord, de francs CFA. De francs CFA. Pour financer des projets uniquement sur le Sénégal ou dans d'autres pays? J'imagine que vous avez peut-être pour le moment, c'est le Sénégal. D'accord. Et nous sommes très clairs là-dessus. C'est-à-dire, au moment où nous avons monté notre club, nous nous adressions aux Sénégalaises et aux femmes vivant au Sénégal pour financer des entreprises au Sénégal. D'accord. Sauf que votre initiative a plu. Parce qu'elle a fait des bébés. Voilà. Alors déjà, oui, le WIC Côte d'Ivoire s'est créé il y a un peu moins de 6 mois. Nous sommes allés en Guinée aussi pour aider nos sœurs guinéennes à mettre en place leur WIC. Il y a des WIC dans les tiroirs d'autres pays de notre zone. C'est en train de devenir un véritable réseau. C'est en train de, voilà. Et au sein de WIC Sénégal, donc nous avons des membres qui viennent de tous horizons. Dans tous les secteurs. Afrique, États-Unis, Europe, qui ont souhaité participer à notre initiative. Et il y a combien d'entreprises aujourd'hui que vous parvenez à accompagner au niveau du WIC Sénégal? Alors pour le moment, nous nous sommes constitués, donc nous avons tenu promesse. Le 8 mars 2016, le WIC Association a été monté. Le 8 mars 2018, nous avons lancé WIC Capital, qui est notre société d'investissement. Donc nous sommes en train de constituer notre pipeline. L'objectif est d'investir des tickets entre 25 et 125 millions dans des sociétés, mais encore une fois, dans des sociétés au Sénégal. D'accord, mais quels sont les critères? Je suis une femme dirigeante, ou chef d'entreprise, ou cadre, et je souhaite m'impliquer, j'ai 2 questions. Je souhaite m'impliquer dans le WIC, comment ça se passe? Quel est le process? Et si moi-même je cherche à être financée, parce que, comme on le disait tout à l'heure, les banques ne répondent pas présents ou autres, quels sont les critères pour pouvoir justement accéder aux fonds et être accompagné financièrement? Alors déjà, pour être membre, alors il faudra faire vite parce que nous nous sommes fixés un maximum, un plafond qui est à 90 et nous sommes 84. Donc, il faut faire une demande d'adhésion. Là aussi, il faut être parrainé. Nous souhaitons savoir qui rentre. Et le ticket d'entrée est de 5 millions CFA. Mais c'est 5 millions qui restent la propriété du membre. D'accord. Demain, je veux sortir, je peux récupérer mes 5 millions. Voilà. Alors, si tu veux sortir avant 1 an, on te prendra une pénalité de 20%. D'accord. Mais au bout d'1 an, parce que bon, l'affaire là, c'est pas de la spéculation, quoi. Oui. On est vraiment au bout d'1 an, si tu veux sortir, tu sors avec ton argent et ce que cet argent aura produit comme voilà. D'accord. Sachant que vous avez des partenaires comme CGF. Alors nous avons confié l'ensemble de notre épargne à un professionnel, donc c'est une SGI, c'est CGF Bourse. Et CGF nous plaît parce que toute l'équipe de direction est féminine. Waouh, vous avez réussi à trouver une équipe 100% féminine. Absolument. Là, vous êtes cohérentes, mesdames, vous êtes cohérentes. Nous restons cohérentes par rapport à notre projet. Et oui, donc je disais, il y a un ticket d'entrée de 5 millions et tous les mois, il faut rajouter 100 000 francs à son épargne, plus 30 000 francs qui est la participation à nos frais de fonctionnement. D'accord. Et donc cette épargne-là, pour le moment, était placée en bourse. Et voilà. Elle commence déjà à faire des bébés, j'imagine. Ah, elle fait des bébés. Chaque année, nous recevons nos dividendes. Mais progressivement,
ces fonds vont être retirés pour être placés dans les sociétés que nous allons soutenir et accompagner financièrement. Et donc là, on rentre dans le deuxième cas. Je veux être accompagné financièrement par le WIC. Comment ça se passe? Quels sont les process? Alors, il faut nous envoyer un dossier de demande de financement avec une description de l'entreprise, du projet, de la promotrice. Oui, parce qu'ensuite, bon, alors, on n'est pas dans du not for profit, c'est à but lucratif. C'est à but lucratif. Donc nous souhaitons offrir le meilleur retour financier possible à nos membres. Donc nous sélectionnons les dossiers que nous allons accompagner. D'accord, mais dans les critères qu'il faut avoir en tête avant de soumissionner. Alors numéro 1, entreprise de femmes. D'accord. Nous avons un comité d'investissement qui va décider si oui ou non déjà on est éligible à notre fonds. Donc il faut avoir fondé la société ou en être la dirigeante ou que l'équipe de direction soit majoritairement féminine ou que la masse salariale soit payée en majorité à des femmes. Donc ça c'est une analyse que fera le comité d'investissement. Ensuite, on regarde le projet en lui-même et sa capacité à générer des profits futurs substantiels. Et ça va être le déterminant principal. D'accord, mais sans limite de secteur, hein, comme tu disais tout à l'heure. Non, nous sommes un fonds généraliste. Voilà, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas un minimum de chiffre d'affaires à avoir fait ou un minimum d'années à avoir déjà exercé. Alors, nous ciblons plutôt les PME, PMI entre 1 et 5 ans. D'accord. Voilà, donc on est vraiment dans les entreprises de petite taille. Alors, un des aspects qu'on souligne souvent quand on parle des entreprises, PME, PMI, c'est aussi la nécessité, surtout quand on met de l'argent, de s'assurer que la personne qui dirige l'entreprise dans laquelle on investit est en mesure, a les compétences, a les aptitudes pour pouvoir développer le business, pour pouvoir faire grandir l'activité. Comment est-ce que vous parvenez à justement à la fois mesurer cela et puis aussi l'accompagner? Alors, au moment où nous analysons les dossiers, nous évaluons donc la capacité de là ou des promotrices à générer de la richesse, à bien gérer ce dossier, mais surtout, nous faisons partie de la gouvernance. Si nous acceptons d'accompagner une entreprise... C'est des participations que vous prenez? Ah oui, alors ce n'est pas de la dette, bien que nous ayons des instruments de dette, mais qui sont subsidiaires à notre investissement en capital. Nous sommes de véritables partenaires. Nous investissons à part entière. Et nous devons siéger au conseil d'administration. Nous sommes là pour participer aux prises de décision stratégiques. Et pour aider la promotrice à avoir accès à des ressources que seule elle n'aurait peut-être pas pu avoir. C'est mettre à sa disposition notre carnet d'adresses, notre réseau de relations, notre savoir-faire. Or, parmi les membres parmi les membres du WIC, nous sommes présents dans beaucoup de secteurs de l'économie avec une expérience qui est avérée, et qui est significative. Et quand nous ne savons pas faire, nous savons qui sait faire. Nous pouvons prescrire du conseil. Donc l'objectif, c'est d'accompagner financièrement et puis d'être là également pour asseoir la gouvernance et donner à l'entreprise toutes les chances de réussir dans son secteur, parce que nous n'avons pas vocation à rester dans le capital. La règle du jeu, c'est de créer de la valeur. Voilà. On achète un actif, on l'aide à prendre de la valeur, mais de la vraie valeur. Hein. Il ne s'agit pas
calcul de banquier d'affaires. C'est vraiment de manière opérationnelle permettre à ces entreprises de passer au niveau supérieur et ensuite la revendre en faisant une plus-value. Dans votre actualité, il ne m'a pas échappé que vous aviez cette ambition de créer le WIC Academy, mais qu'est-ce que c'est? Dis-nous tout. Le WIC Academy, c'est l'instrument de renforcement de capacité du WIC. Très bien. Donc nous avons le WIC Association, WIC Capital, qui est la société d'investissement, et puis WIC Academy, qui va être disons la société de formation, de renforcement de capacité. Déjà, ce que nous faisons beaucoup, c'est déjà, bien que nous ne les ayons pas financés, nous accompagnons certaines chefs d'entreprise à qui nous offrons du mentorat, du coaching. Nous organisons souvent des ateliers, des séminaires de renforcement de capacité managériale. Excellent. Donc, ce que nous voulons, c'est le formaliser, d'autant que ça correspond à une des exigences d'un de nos partenaires, qui est l'USAID, qui est un département consacré aux femmes, PACE. Et dans notre accord de partenariat, nous nous engageons à renforcer les capacités de femmes, y compris des femmes qui ne font pas partie du club ou des entreprises que nous finançons. Très bien, super. Mais donc ça veut dire que les investisseurs au féminin ont de très très beaux jours devant elles au Sénégal, mais aussi sur tout le continent. Parce Absolument. Que ça fait déjà pas mal de bébés. C'est en train de faire tache d'huile et c'est très bien. Ouais, et c'est qu'un début, on vous souhaite vraiment beaucoup de succès. Un dernier mot, le mot de la fin, Thiaba, si tu veux bien regarder la caméra qui est juste là. Quel est le mot que tu voudrais adresser aux investisseurs sur notre continent, à ces acteurs du secteur privé, pour justement contribuer encore plus durablement, de manière encore plus significative au développement économique de notre continent? C'est de venir investir dans un environnement où encore énormément de choses sont à faire, où le domaine du possible est pratiquement infini et où les choses sont en train de changer de manière profonde et très rapide. Nous avons juste besoin de nous unir, de nous structurer, d'être une force de proposition pour faire évoluer notre cadre d'intervention et d'opération. Merci beaucoup, Thiaba. Merci de nous avoir reçus. Je rappelle que nous sommes à Dakar, au siège du Club des investisseurs sénégalais, avec la secrétaire générale qui a bien voulu nous recevoir aujourd'hui. C'était un plaisir de pouvoir vous avoir pour cette nouvelle édition. On l'a vu, à la fois les investisseurs africains, mais les femmes également sont en train de s'organiser pour compter encore davantage dans nos économies africaines. Merci et à très bientôt.